Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de ce 13e Observatoire de la communication CNB. Et cette année, nous avons choisi de traiter ensemble le thème suivant, communication collective et individuelle, une complémentarité des approches. Et pour animer ce 13e Observatoire, j'aurai le plaisir d'accueillir dans la deuxième partie de notre présentation Latifa Talebser, qui est directrice valorisation des politiques sociales chez L'Oréal, et Jérôme Soussan, qui est responsable de la communication stratégie RH chez CSI Saint-Honoré. On va démarrer traditionnellement par les résultats de notre observatoire de cette année, pendant cette première partie. Et j'en profite avant tout pour remercier toutes les équipes qui ont travaillé à la conception de ce support, tant sur le fond que sur la forme. Ça a été un gros travail et j'espère que vous en tirerez tous les bénéfices. D'abord, la présentation du panel. Donc, cette année, vous voyez que le nombre de BSI que l'on a réalisé a augmenté par rapport à 2021. Donc, la base du panel de cette année, c'est 1 149 657, pour être précise, BSI réalisés, qui donc servent de base à l'étude que vous allez voir pendant cette matinale, avec un effectif moyen de 9 111 collaborateurs et des secteurs d'activité que vous voyez qui sont très variés, à l'instar de ce que l'on voyait les années précédentes. 31% du panel des entreprises est dans le secteur de l'industrie, 28% de la banque, du conseil et des assurances, 11% dans le BTP et l'immobilier, 10% dans l'agroalimentaire et la grande distribution, et 8% dans le transport et logistique, 7% luxe et cosmétiques et 5% dans le secteur des services, de la culture et des loisirs. Donc plus de 1 million 100 de BSI réalisés cette année qui nous servent de base pour cette étude. J'en profite pour vous dire que vous pourrez poser des questions via le chat, qu'on y répondra en toute fin de séance avec Latifa et Jérôme. Répartition des effectifs des entreprises. Donc, 31% des entreprises du panel ont moins de 1000 salariés. Une augmentation quand même assez importante des ETI et des PME qui s'intéressent au sujet du BSI. 37% entre 1000 et 5000 salariés, 10% entre 5000 et 10 000 et 22% de plus de 10 000 salariés. Pour ce qui concerne maintenant le panel des salariés, il y a évidemment des critères d'éligibilité au BSI assez souvent et aussi des salariés qui sont exclus du scope. Donc pour les critères d'éligibilité, ce que l'on constate le plus souvent, hein, ce n'est pas toujours le cas dans l'intégralité des projets, mais la constatation est la suivante. En général, ceux qui reçoivent un bilan social individuel sont les personnes en CDI, en CDD ou en alternance, apprentissage ou professionnalisation, ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise pour avoir une profondeur de données qui soit suffisante et que le support soit pertinent, et évidemment encore présent à la date de parution. Pour ce qui concerne maintenant les salariés qui sont généralement exclus du scope du bilan social individuel, pour différentes raisons qu'on va évoquer ensemble. D'abord le COMEX, les mandataires sociaux et les salariés en mobilité internationale, impatriés, expatriés, détachés. Pourquoi est-ce que ces populations sont exclues? Généralement parce que la structure de leur rémunération est très différente du reste des collaborateurs et que donc on préfère leur dédier un support spécifique, un BSI spécifique pour les cadres dirigeants et un autre pour les salariés en mobilité internationale, avec des items et des contenus qui ne sont pas ceux des autres. Une autre population qui est généralement exclue du scope, ce sont les stagiaires, les personnes en longue maladie, 31 ou 90 jours, et les suspensions de contrat. Sur la droite, vous avez la répartition par statut. Vous voyez qu'on a 33% de cadres, 67% de non-cadres. La proportion importante des non-cadres, je pense, s'explique par l'importance du secteur industriel dans le panel, très probablement, et qui comporte plus de non-cadres que de cadres.
On va passer à la partie support et forme. Pour ceux qui sont habitués à l'exercice, vous savez qu'il y a 2 parties dans les résultats de cette étude. Tout ce qui concerne les supports et la forme, le type de BSI, les formats et cetera. Les nouveautés aussi en termes de design parfois et ensuite une partie contenu qu'on verra, après avec des éléments de benchmark sur les éléments, de rémunération et d'avantages sociaux. Sur la partie support, alors une petite nouveauté aussi cette année et j'en profite également pour remercier les clients qui se sont prêtés à l'exercice, on a illustré certains de nos propos par des exemples, de BSI que l'on a évidemment anonymisés et pour lesquels, on remercie encore nos clients d'avoir accepté de se prêter à cet exercice-là, de telle manière à ce que vous puissiez aussi matérialiser la mise en musique, des chiffres et la manière dont on va communiquer sur tel ou tel item dans le bilan social individuel. Donc vous allez retrouver des extraits, de BSI, ça et là dans les slides. Les supports. Donc cette année, 16 de IBSI, mais on va relativiser ce chiffre juste après. IBSI, c'est un support, enfin c'est un site internet, sécurisé sur lesquels, les collaborateurs, viennent se loguer et découvrir leur BSI. 47 de PDF et ces PDF, on verra, sont, logés dans des espaces sécurisés et 37 de papier. Pour vous donner un élément de comparaison par rapport à l'année dernière, la part du papier l'année dernière était à 45. Elle a baissé de cette année à 37 au bénéfice du PDF. Un petit point, d'attention sur le PDF, 7 des PDF sont logés sur des portails web sécurisés sur lesquels le collaborateur va venir se loguer à l'instar d'un IBSI et regarder son PDF sur une plateforme web. Donc on pourrait aussi considérer que la part de IBSI est un petit peu plus importante, même si on n'est pas sur un site internet, en tant que tel. Sur la droite, 2 indicateurs importants. 95 de nos clients réalisent le BSI tous les ans, donc il y a une récurrence forte. À partir du moment où on commence à s'engager dans cet exercice-là, il est très apprécié des collaborateurs, donc de renouveler, quasiment systématiquement d'une année sur l'autre. Les 5 manquants sont généralement des entreprises qui décident de faire 1 an sur 2 plutôt que tous les ans, mais vous voyez que c'est très marginal. Et on va revenir aussi sur les 18 tout au long de cette présentation, notamment sur la partie forme. 18 des BSI sont livrés sur des supports mixtes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un support mixte? Ça peut être du web plus du PDF ou du print plus du PDF, par exemple, ou parfois les 3 supports pour une même entreprise, de manière à adresser toutes les populations, connectées ou non, avec le même niveau d'info. On va maintenant rentrer dans le détail de chacun de ces 3 supports et regarder quels sont les enseignements de cette année. Je rappelle que les 1 149 000 BSI réalisés sont des BSI qui ont été diffusés en 2022 sur la base de données 2021. Généralement 1er janvier, 31/12, pour la très, très grande majorité. Donc les chiffres que l'on voit là et notamment sur les éléments de benchmark sur le contenu sont des datas 2021. J'en reviens au support. Sur les IBSI, on retrouve une majorité de IBSI au format 6 écrans. Vous verrez qu'on a le parallèle sur le print et sur le PDF. 6 écrans, ça permet, de bien subdiviser l'information et d'avoir un thème par page et d'avoir le loisir de le développer, de manière importante. Hem, les modes de connexion au IBSI sont, vous voyez la très grande majorité de la connexion SSO à 89 qui a pris peu à peu le pas sur, ce qu'on appelle l'activation de compte, qui est un système où le collaborateur va recevoir un email, il va cliquer sur un lien, il va accéder à son IBSI, remplir un formulaire qui permet d'assurer la sécurité, recevoir un token par mail unique et à durée de validité limitée et ensuite pouvoir se connecter à son IBSI. De plus en plus d'entreprises ont un système de SSO, raison pour laquelle la majorité des BSI aujourd'hui, des IBSI, sont connectés en SSO. Le IBSI est très souvent accompagné d'options complémentaires. Donc, on a listé les 4 principales ici. La version smartphone dédiée. De base, tous les IBSI sont lisibles sur smartphone et tablette. La question à se poser, c'est est-ce qu'à un moment dans le projet,
on veut avoir un support qui est spécifiquement développé et dédié au smartphone, pour lequel on va avoir un contenu, une ergonomie, des interactions qui sont évidemment différentes que sur un écran d'ordinateur, puisqu'on n'a pas de souris, on scrolle avec son doigt, et cetera. Donc les micro-interactions sont différentes et évidemment le contenu et l'ergonomie sont adaptés, spécialement adaptés à un petit écran. Et vous voyez que dans 56 des cas de projets IBSI, il existe une version smartphone dédiée, ce qui a complètement du sens puisqu'aujourd'hui, on constate que 18 des connexions sont faites via smartphone, comme vous le voyez là. Ensuite, une autre option aussi importante, hein, vous voyez, 50 des IBSI comportent cette option-là, c'est ce qu'on appelle le PDF normé. Alors, le mot normé n'est pas très élégant, mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé mieux. Un PDF normé, c'est alors de base le IBSI est systématiquement livré avec une synthèse PDF qui sont des screenshots réaménagés joliment de telle manière à ce que le collaborateur puisse l'imprimer ou le loger sur, enfin l'extraire, le télécharger et le mettre sur son coffre-fort numérique. Il arrive parfois que nos clients nous demandent de développer non pas un PDF dit classique, mais un PDF normé, c'est-à-dire dans un format prédéfini, par exemple à 4 pages ou à 5-6 pages, de telle manière à ce que l'on puisse imprimer sous format brochure en très haute qualité ces PDF pour une fraction de la population qui ne serait pas connectée, par exemple, et l'envoyer au domicile des collaborateurs. Donc, c'est ce qu'on appelle un PDF normé qui nécessite un développement spécifique et parallèle au IBSI. Et vous voyez que 99% des IBSI sont multisupports, donc par défaut web, et avec du PDF dans la majorité des cas, et parfois un format imprimé. Des enquêtes de satisfaction à 33%, c'est très important de recueillir l'avis des collaborateurs à l'issue d'un exercice de BSI. Donc dans 33% des cas, on va mettre une enquête de satisfaction associée. Et enfin, l'espace manager, dans 29% des cas, l'espace manager ou RH, il permet à chaque manager de pouvoir avoir des indicateurs médians et moyens de rémunération de son équipe sur des items qui sont des items importants, le récapitulatif de l'AREM de son équipe, poste par poste. Une nouveauté qui est en haut de la slide, la console d'administration que l'on a développée et qui permet à nos clients de prendre la main sur certains points du IBSI et de pouvoir faire un certain nombre d'actions directement. On va passer au deuxième support qui est le support PDF. Vous voyez que dans la majorité des cas, ces PDF sont plutôt interactifs que statiques, 62% des cas. Un PDF interactif permet d'avoir plusieurs niveaux de lecture, des sommaires automatiques, des bulles d'infos, des lightbox, ce qui rend la lecture plus agréable, plus ludique, et aussi le premier niveau de lecture moins chargé. C'est-à-dire qu'on peut reporter des informations annexes en deuxième niveau de lecture. Et vous avez en dessous le nombre de pages. Vous voyez que dans la majorité, enfin pas la majorité, 43% des projets en PDF ont entre 8 et 10 pages, suivi de 34% de moins de 4 pages, et ensuite de manière plus marginale, 5 à 7 pages, plus de 11 pages, 5%. 11 pages, c'est beaucoup. Si on en vient maintenant au mode de distribution, de diffusion de ces PDF. Donc dans 100% des cas, évidemment, le PDF est logé sur un espace sécurisé. 3 possibilités. Le coffre-fort numérique dans la majorité des cas. Vous voyez que souvent logé sur des 2 principaux opérateurs de la place, et puis à 8% chez d'autres opérateurs. 11% dans un outil interne qu'aurait pu développer l'entreprise cliente. Et à 11%, on revient sur nos fameux portails web de tout à l'heure. On va développer un portail web sur lequel on va pouvoir mettre le PDF. Le collaborateur va se loguer de la même manière que sur le IBSI, avec les mêmes stats de connexion, 89% en SSO, 11% en activation de compte, et accéder à son PDF. Voilà pour le format PDF. Et enfin, le format papier, donc 37% des BSI diffusés cette année. Donc c'est encore une part importante de la production de ce support. Dans une grande majorité des cas, vous voyez que le format papier est au format A5,
8 pages. Il peut y avoir des formats A4, mais il y en a de moins en moins, format A3 aussi et un nombre de pages, 8 pages. Pourquoi? Parce que, de la même manière que sur le web avec les 6 écrans, ça permet de subdiviser les thèmes et de pouvoir avoir un thème par page, ce qui rend le document beaucoup plus lisible et beaucoup plus clair. 8 pages à 5, pourquoi? Aussi parce que c'est un format qui est assez joli, assez lisible, petite brochure, très appréciée. Et vous voyez que 29% des BSI au format imprimé, on en revient encore à la notion de multisupport, 29% des BSI papier disposent d'un PDF en complément, soit pour archives pour la RH, soit pour être diffusé sur le coffre-fort ou un outil du client. Ces formats papier, sont le plus souvent alors ça a été le cas évidemment, pendant la pandémie, de manière très, très majoritaire. C'est toujours le cas, le BSI est plutôt envoyé par la poste. C'était pas le cas par le passé. On avait plutôt un équilibrage entre le dépôt poste et la livraison sur site où la remise du BSI, par le manager était vraiment un acte de management où, le manager ou la RH pouvait expliquer, les éléments aux collaborateurs. Bon, des habitudes se sont prises avec la pandémie et aujourd'hui, on est majoritairement sur du dépôt poste, parfois les 2. Certaines entreprises panachent entre de la livraison sur site et les dépôts poste en fonction, des sites de livraison. On voulait faire cette fois-ci un petit focus sur, un format, qui est un dépliant en 3 volets, donc vous avez 2 illustrations, à l'écran. Pourquoi ce format-là? Parce qu'on trouve que c'est un format qui est ergonomique, qui permet d'avoir une vue globale sur le BSI en un clin d'œil. C'est simple, c'est pratique et en termes de fabrication, c'est peu coûteux et vous n'êtes pas sans savoir que le prix du papier a augmenté pour des raisons de pénurie et donc c'est un format qui aujourd'hui, monte en puissance. Petite illustration graphique du sujet. Et je pense qu'on en a ah non, il reste la communication de lancement et ensuite on passe à la partie fond. La communication de lancement, elle est très importante de la même manière qu'il est important de recueillir l'avis des collaborateurs à la fin de la campagne de BSI par un questionnaire de satisfaction. La communication de lancement, elle est relativement cruciale, notamment lors des premières éditions. Vous voyez que 40% des entreprises vont faire de la com de lancement autour du BSI, ce qui est encore assez peu, hein, pour être honnête. Alors peut-être que dans les 40%, en réalité, il y en a un petit peu plus, mais on ne le sait pas parce que nos clients le font en direct sans passer par nous auprès de leurs collaborateurs et c'est très bien aussi. Ce qui est important, c'est de le faire pour préparer les collaborateurs à l'arrivée du BSI et de la même manière, recueillir leur avis à la fin. Et vous voyez que sur les communications de lancement, ce qui revient le plus souvent, c'est de la bannière web ou diffusée sur les écrans de télévision sur le site de l'entreprise, suivi par des affiches, donc encore beaucoup de formats papier sur la com de lancement, des emailing, de la vidéo et 10% d'autres supports type guide manager, SMS ou autre. Voilà, j'insiste sur l'importance de la communication de lancement et du questionnaire de satisfaction à l'issue du BSI. C'est ce qui fait aussi le succès de l'opération. On va passer maintenant à la partie contenu et dérouler ensemble tous les items qui pourraient être abordés, enfin qui sont le plus souvent abordés dans le BSI et dans quelle proportion. La partie contenu va vous éclairer sur les thèmes qui sont abordés, mais aussi vous donner des éléments de benchmark, de rémunération et d'avantages sociaux. Et encore une fois, cette année, petite nouveauté, on a agrémenté nos propos d'exemples graphiques, extraits d'un certain nombre de nos projets pour que vous puissiez regarder et vous projeter dans la manière dont on met en musique l'information. Le BSI, c'est évidemment un support individuel qui va dresser le panorama personnalisé de la rémunération globale du collaborateur pendant l'année, mais c'est aussi, et peut-être même avant tout, un support pédagogique qui va expliquer les dispositifs de rémunération et d'avantages sociaux. Donc la manière dont on met en musique la donnée est très importante, et notamment vous allez voir des exemples de schémas qui sont repris dans les items les plus complexes type retraite, prévoyance, santé ou épargne salariale. On démarre toujours le BSI par un édito. Alors ça peut être un édito vidéo ou un édito écrit, tout dépend du support, mais on le retrouve systématiquement en page d'accueil
Et une nouveauté, cette année, c'est que 54 de nos projets, mettent en lumière des chiffres clés relatifs à l'entreprise. Le BSI, c'est un exercice individuel, comme son nom l'indique, mais il est important que l'individu se retrouve dans un collectif qu'est l'entreprise. Et donc, remettre en perspective des chiffres, alors là, vous avez un exemple qui sont des chiffres RH, mais ça peut être aussi des chiffres business parfois. Remettre en perspective l'individu dans le collectif qu'est l'entreprise, c'est important. Et ça, on le voit de plus en plus. Là, vous avez un exemple sur une page d'accueil d'un BSI web, mais vous pouvez aussi retrouver ces éléments ponctués dans les différents items du bilan social individuel. On va retrouver toujours sur cette page d'accueil ou sur cette première page du BSI la situation du collaborateur. Alors, on peut imaginer qu'il connaît sa date d'entrée, son poste, etc. Mais c'est aussi une bonne introduction pour refixer les choses et notamment la périodicité des données. On se replace généralement sur la situation du collaborateur au 31 décembre de l'année précédente. Et les trois items que l'on va le plus souvent retrouver dans les BSI en termes de situation, c'est la fonction et l'emploi à 86%, à égalité le temps de travail, est-ce que la personne travaille à temps partiel ou à temps plein, et le statut, la classe à 59%. Mais on peut aussi retrouver d'autres choses, le type de contrat par exemple, la mobilité, est-ce que le collaborateur a eu une mobilité au cours de l'année, une promotion, ce genre de choses. Et vous voyez sur la droite l'illustration de ce à quoi peut représenter, ce à quoi peut ressembler pardon, et la situation du collaborateur sur la page d'accueil. Un point maintenant sur l'ancienneté du panel, donc l'ancienneté des salariés. Comme l'année dernière, l'ancienneté médiane de l'ensemble du panel est à 10 ans. Ce que l'on vous apporte là comme information complémentaire, c'est, et tout secteur confondu pour les 10 ans, c'est l'ancienneté par secteur d'activité. Donc, à un point, donc vous avez le nuage de points, un point, c'est une entreprise, une couleur, un secteur d'activité. Vous voyez que l'ancienneté médiane la plus importante constatée dans le panel, c'est dans l'industrie avec 13 ans d'ancienneté médiane. La plus petite ancienneté dans les services, enfin les secteurs services, culture et loisirs avec 7 ans. Mais quand même, il y a une certaine homogénéité, l'écart est faible entre 13 et 7 ans, c'est assez rassemblé. Un point très important dans le BSI, quand on rencontre des nouveaux prospects ou des clients qui mettent en place un BSI pour la première fois, on va dire que l'argument numéro un, c'est de considérer que le BSI, c'est un outil qui va lutter contre l'idée que la rémunération, c'est simplement le net bas de fiche de paye. Et qu'il y a plein d'autres choses que l'entreprise met en place et qui vont contribuer à l'attractivité, à la rétention des collaborateurs et on va dire à ce qu'on appelle la rémunération globale. Et la page la plus importante de mon point de vue du bilan social individuel ou enfin, de la page ou de l'écran, c'est ce qu'on appelle le bilan de rémunération. C'est très souvent ce que l'on voit apparaître tout de suite à la suite de la situation du collaborateur et de l'édito. Et c'est une page ou un écran qui va permettre de faire le point sur la répartition globale de la rémunération du collaborateur. On a plein de manières de le présenter, mais là, on vous a montré deux exemples. Un exemple à gauche où vous voyez qu'on a déterminé 6 grands items et vous avez simplement le total associé. Un point important, 10 des entreprises incluent la part employeur de la protection sociale dans le total. Donc vous avez probablement, j'ai pas une assez bonne vue pour voir d'ici, mais vous avez probablement un item protection sociale par employeur X euros. Donc 10 des entreprises considèrent que cette part fait partie de la rémunération globale du collaborateur et considèrent à juste titre. Et sur la partie droite, vous avez une autre manière de présenter les choses. Vous retrouvez vos grands items, il n'y en a pas 6, mais il y en a 3. Et ensuite, une liste très détaillée de la structure de rémunération du collaborateur. Je rappelle évidemment que le BSI est complètement variable d'un collaborateur à un autre. C'est l'essence même du bilan social individuel.
Donc, on ne va faire apparaître que les éléments qui concernent le collaborateur. Voilà, donc des manières de présenter la rémunération globale différentes, tout aussi efficaces l'une que l'autre, mais qui permettent en un clin d'œil de passer le message: la rémunération, ça n'est pas que le net bas de fiche de paye, il y a plein d'autres choses que l'entreprise met en place au bénéfice des collaborateurs. Sur l'exemple de droite, vous avez en haut, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est écrit petit, mais un texte qui dit total brut X euros, soit une moyenne mensuelle de X euros sur 13 mois. 52%, non, pardon, 27% des clients vont exprimer le total brut en moyenne mensuelle. Ça rend aussi les choses parfois plus parlantes pour le collaborateur qu'une somme totale annuelle toute seule. On peut, je pense, passer. Et 52, vous voyez que je ne l'ai pas détaillé, mais sur la partie droite de la présentation, dans 52% des cas, on va retrouver ce type de présentation avec un bilan détaillé. Quelques éléments de benchmark et de nouveautés qu'on a constatés sur le millésime 2022. D'abord, l'évolution de salaire. Au fur et à mesure du temps, donc le BSI se renouvelle généralement tous les ans et les collaborateurs vont exprimer le souhait d'avoir une visibilité sur l'évolution de leur rémunération. Souvent la rémunération fixe. Donc vous voyez à gauche une illustration d'un graphique d'évolution de la rémunération qu'on va retrouver dans 53% de nos projets. Un autre thème qui est aussi, me semble assez important à expliquer, et qui est souvent relativement méconnu, c'est le passage du brut patronal au net salarial. Vous avez là une illustration graphique un peu sympa, et on va retrouver ça dans 39% des projets. Et une dernière chose aussi qui est très appréciée des collaborateurs, on le retrouve plus marginalement, hein, 18%, et peut-être qu'on peut le proposer davantage, un calendrier des versements qui va permettre, à travers une timeline, de refixer les dates clés de versement des éléments de rémunération au cours de l'année. Et souvent, ça permet de fixer les idées auprès du collaborateur qui souvent ne se rappelle pas quand est-ce qu'il touche son intéressement, sa participation, quand est-ce que se passent les augmentations de salaire. Donc, on le retrouve dans 18% des cas et on présage que ça va se déployer davantage. Si on rentre maintenant dans les éléments de rémunération, et notamment la REM directe, qui se décompose sans surprise par 95% de rémunération fixe et 5% de rémunération variable, on va regarder maintenant comment se compose chacun de ces deux éléments. Sur la rémunération fixe et sa répartition, pas de grande surprise non plus cette année. 93% de salaire de base, 3% de primes liées à l'activité ou primes liées à la fonction, 2% de ce que l'on a rassemblé sous 13e mois, prime de fin d'année ou prime annuelle, 1% de prime de vacances et 1% de prime d'ancienneté. C'est assez similaire aux années précédentes. Sur la répartition de la rémunération variable, c'est aussi assez similaire aux années précédentes. Néanmoins, la répartition est évidemment plus éclatée. 49% de la rémunération variable est composée des primes liées à la performance, appelées autrement bonus, commission, etc. Ensuite, 26% ce sont des primes liées au temps de travail. 16%, c'est un petit peu le pot commun de ce qu'on appelle autres primes, qu'on n'a pas forcément envie de détailler par le menu, parce que ça peut être des petites primes ajoutées les unes aux autres, et 10% de primes exceptionnelles. Et on va regarder maintenant un élément intéressant qui est sur la rémunération fixe de mémoire, c'est ça. Quelle est la médiane de rémunération fixe par secteur d'activité? Alors, vous nous excuserez, arbitrairement, on a classé par ordre décroissant sur les cadres. Et vous voyez que la médiane de REM fixe constatée, la plus importante encore une fois sur notre panel, c'est dans l'industrie avec un peu plus de 57 000, enfin 57 830 € exactement de rémunération fixe médiane annuelle pour les cadres dans l'industrie. Et le moins-disant, c'est le secteur des services, de la culture et des loisirs à 39 850 €. Sur les non-cadres, c'est un petit peu différent. La rémunération fixe la plus élevée est sur le secteur du luxe et des cosmétiques.
et la moins élevée, si je ne me trompe pas, dans le secteur de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Oui, c'est bien ça. Hem, Maintenant, on va passer aux items dits benefits, épargne salariale, protection sociale, retraite et à l'issue, les autres avantages. Sur l'épargne salariale, d'abord un nuage de points. Qu'est-ce que l'on peut alors je rappelle, un point, une entreprise, une couleur, un secteur d'activité. Vous avez la légende à droite. Hem, un point que l'on peut constater cette année, au-delà de la médiane, sur l'intéressement et la participation, on va rentrer dans le détail juste après, c'est que quand même, on retrouve pas mal de points sur la ligne à 0, ou sur l'intéressement ou sur la participation. Donc, on est sur des niveaux qui sont moins élevés que, rien de très étonnant, mais moins élevés que les années précédentes. Je rappelle qu'on est sur de la donnée 2021, diffusée en 2022, et donc que les montants que vous voyez là sont, de la participation et de l'intéressement versés en 2021, au titre des résultats 2020, dans la grande, grande majorité des cas. Et si on fait maintenant un focus sur, les médianes d'intéressement et de participation par secteur d'activité. Donc la médiane globale sur l'intéressement, c'est 2 013 € et sur la participation, 1 263 €. Et vous voyez que la médiane, la plus élevée pour l'intéressement est dans le secteur du luxe et des cosmétiques, avec quand même 5 339 € versés. Et le moins-disant, on a exclu services, culture et loisirs parce que le chiffre n'était pas significatif et représentatif. Donc transport et logistique, 696 €. Pour la participation, on va toujours retrouver en en première ligne, luxe et cosmétiques avec 2 715 € et le moins-disant dans les services, culture et loisirs à 429 €, avec des écarts qui sont quand même très significatifs entre le haut et le bas, contrairement à l'ancienneté au tout début de la présentation. Sur l'abondement maintenant, sur l'épargne salariale, très souvent, les entreprises ont mis en place des dispositifs d'abondement sur le PE, PEG ou sur le PERCO. Toujours luxe et cosmétiques en première place sur l'abondement PE, PEG, 1 503 €. Agroalimentaire et grande distribution en dernière position avec 200 € et donc un écart qui est quand même très significatif, hein. C'est le cas sur, le PE et sur le PERCO aussi. Entre le premier et le dernier, on a toujours luxe et cosmétiques en première place et là, en revanche, c'est services, culture et loisirs qui sont en dernière position. Donc des écarts significatifs à la fois sur l'intéressement, la participation et les abondements PE et PERCO, en fonction des secteurs d'activité. Comme promis, une petite illustration de graphique. On a 41% des entreprises, enfin en tout cas des BSI, qui abordent le thème de l'épargne salariale à l'aide d'un schéma, et l'abondement est le sujet le plus valorisé. Encore une fois, le BSI, c'est évidemment un élément, enfin un document chiffré qui va mettre en musique la data du collaborateur, mais c'est aussi et surtout un élément de pédagogie. Et une très bonne manière pour expliquer le fonctionnement des dispositifs, c'est les schémas. Donc vous avez là un schéma tout simple, mais très efficace pour expliquer comment marche l'épargne salariale, qu'est-ce que l'on peut, quels sont les éléments qui vont venir alimenter le PE et le PERCO, avec éventuellement l'abondement que l'entreprise met en place dans l'un ou l'autre des dispositifs, ou parfois les deux. Et l'investissement sur lequel, alors on peut avoir aussi dans certains BSI un détail des FCPE sur lesquels le collaborateur peut placer son investissement. On passe maintenant à la protection sociale, donc santé et prévoyance. Nuage de points, on a toujours une entreprise par point et une couleur par secteur d'activité. Pas de grands changements par rapport à l'année dernière. Une médiane à 60% de la part employeur sur la mutuelle et à 75% sur la prévoyance. C'est quand même une petite constatation quand même, c'est assez éclaté, hein, les points sont peu concentrés. Et si on fait maintenant un focus
sur cette part employeur, sur la mutuelle et sur la prévoyance. Donc la médiane de 60% globale que l'on constate sur la mutuelle, elle est en réalité de 77% dans le secteur du luxe et des cosmétiques, qui décidément remporte la Palme d'Or cette année. Et ça tombe bien, Latifa nous parlera sûrement de tout ça tout à l'heure. La médiane la moins élevée pour ce qui concerne la santé, enfin la part employeur sur la mutuelle, c'est 56% dans le secteur des transports et de la logistique. Si on regarde maintenant la partie prévoyance, donc le financement employeur de la prévoyance, 87% de part employeur côté luxe et cosmétique et 73%, non 70, pardon, dans le BTP et l'immobilier. J'en reviens toujours à cette notion de pédagogie pour vous illustrer, pour illustrer tout ça par deux exemples qui, là, concernent les cotisations d'un côté et la mutuelle de l'autre. Donc, vous voyez que 86% des entreprises ont souhaité illustrer de manière graphique la répartition entre les cotisations côté employeur et côté salarié. C'est l'exemple que vous avez à gauche. Ça peut être tout simple, hein, une barre de répartition qui va donner la part de chacun et un petit schéma, vous avez sur la droite une petite bouteille dont le curseur monte ou descend en fonction de la part de chacun. C'est des représentations graphiques très simples, mais qui ont le mérite de permettre aux collaborateurs de comprendre immédiatement comment s'articulent les cotisations sur ces postes-là, qui sont des postes importants, hein. Frais de santé, là on a frais de santé, prévoyance et retraite. Et à droite, un focus sur la mutuelle. Donc il y a pas mal de BSI, vous voyez 32% qui mettent en exergue les éléments relatifs à la mutuelle. Donc ça peut être la couverture, ça peut être les niveaux de remboursement. Souvent sur les postes évidemment les plus coûteux que sont le dentaire, l'optique. On a aussi souvent des éléments sur la médecine douce ou les niveaux de garantie sur l'hospitalisation. Et un point très important aussi, et c'est plutôt relatif à la prévoyance bien sûr, on retrouve très souvent, dans 17% des cas, enfin très souvent, assez souvent, pas assez à notre goût et probablement pas assez au niveau, on pourrait voir développer ce thème-là davantage dans les BSI, rappelle l'importance de la mise à jour de la clause de désignation de bénéficiaires en cas de changement de situation. Et on a dans le web, par exemple, une vidéo tutoriel qui explique pourquoi il est important de tenir à jour sa clause de désignation et quels sont les impacts d'une désignation de bénéficiaire qui serait obsolète ou pas à jour. C'est des points qui sont assez techniques et la vidéo fonctionne, si tant est qu'on soit sur un BSI web, la vidéo fonctionne très bien sur ces items-là pour les expliquer. Passons maintenant au sujet de la retraite. 41% des entreprises du panel utilisent le BSI comme support pédagogique pour présenter les différents dispositifs de retraite. Là, vous avez une explication relativement étoffée en termes de texte. On peut avoir des schémas de la même manière, alors ça peut être des pyramides, enfin en tout cas, qui vont expliquer les 3 piliers de la retraite, ou à minima les 2 piliers s'il n'y a pas de retraite supplémentaire dans l'entreprise. Mais vous voyez qu'on va profiter du BSI pour réexpliquer comment fonctionne le régime général de la sécurité sociale, le régime complémentaire maintenant fusionné à Agirc-Arrco et éventuellement les régimes supplémentaires de retraite, 83 ou autres, qui peuvent être mis en place dans l'entreprise pour tout ou partie des collaborateurs. Évidemment, les collaborateurs qui ne seraient pas éligibles n'auraient pas cette information-là dans leur BSI. Et sur la droite, à l'instar de la prévoyance et de la santé, on vous a remis en exergue les pourcentages de participation employeur aux cotisations de retraite, à la fois sur la retraite de base, 68% de participation employeur, sur la retraite complémentaire, on est à 62%, et sur la retraite supplémentaire à 71%. Le thème suivant, on va rentrer maintenant dans la partie qui a plus trait aux avantages sociaux au sens large, aux avantages divers. Et un point qui a explosé au moment de la pandémie, c'est normal, télétravail faisant, c'est le thème de l'organisation du temps de travail.
Donc c'est quelque chose que l'on va retrouver dans plus en plus de BSI, souvent de manière schématique. Vous le voyez sur la droite, 15 des entreprises abordent le sujet des congés via un schéma pour l'illustrer et illustrer la répartition entre les jours travaillés, les jours non travaillés et la subdivision des jours non travaillés, du congé, RTT, etc. ou autres. Il y a deux possibilités dans la présentation des chiffres. Soit la plus compliquée, dans 44 des cas, dans les BSI, on va retrouver les congés réels pris par le collaborateur. Donc ça consiste à aller agréger de la donnée sur les jours de CP pris, les jours de RTT, etc., du collaborateur de manière individuelle. Ou alors, de manière plus simple, et dans 56 des cas, on va retrouver des informations qui sont relatives au droit au congé. Donc, en fonction de votre CSP, votre statut, votre classe, vous avez droit à X jours de congés payés, X jours de RTT. Mais on n'est pas sur du réel. 40 des entreprises vont mentionner le CET, puisque de plus en plus d'entreprises sont équipées d'un compte épargne-temps. Un focus sur le télétravail, je le disais, c'est un sujet qui a explosé dans les BSI. Vous avez là une illustration d'une page d'un BSI que l'on a fait pour un de nos clients. Vous voyez qu'il y a une page entière qui est dédiée au sujet. C'est loin d'être neutre. 57 des entreprises aujourd'hui proposent du télétravail. Enfin, on imagine que quand elles le valorisent dans leur BSI, c'est qu'elles le proposent. Et ils vont le valoriser dans leur BSI. Donc le sujet monte en puissance. Le sujet du temps de travail, de l'organisation du temps de travail et la possibilité de pouvoir télétravailler est devenu un sujet, un atout d'attractivité, de rétention des collaborateurs. On avait assez peu de doutes sur ce point-là et le sujet prend de plus en plus de place dans le BSI. La formation, depuis toujours, est un thème qui est abordé dans le BSI. Le sujet du bilan à 6 ans nous a favorisé, on va dire, la facilité, enfin, en tout cas, a facilité l'agrégation et l'extraction des données. Les entreprises ont été obligées de s'équiper d'outils permettant d'agréger des données sur la formation pour les transmettre aux collaborateurs dans le cadre de l'obligation du bilan à 6 ans. Vous voyez que 45 des entreprises communiquent sur la formation dans leur BSI. Un point important de benchmark, 6 de la masse salariale sont consacrés à la formation en moyenne dans notre panel. Donc c'est un budget élevé, 6 de la masse salariale. Et vous voyez en bas de slide, le top 3 des secteurs qui investissent le plus dans la formation, c'est d'abord l'industrie, ensuite les secteurs de la banque, du conseil et de l'assurance, et enfin les secteurs des services, de la culture et des loisirs. Donc 6 de la masse salariale consacrée à la formation. En tout cas, c'est le chiffre qui est issu de notre panel. Qu'est-ce que l'on va retrouver comme info sur la formation dans les BSI? Deux niveaux. D'abord, des données individuelles, le nombre d'heures ou de jours de formation dans 57 des cas qu'a suivi le collaborateur au cours de l'année, les intitulés de formation dans 41 des cas, le nombre de formations réalisées de manière plus marginale dans 27 des cas. Et parfois, on va retrouver aussi des données collectives ou en remplacement des données collectives. Et le plus souvent, cette donnée collective, c'est le budget annuel de la formation. Vous voyez que 38 des BSI communiquent ce montant. Un point important et dont je sais que vous êtes friand en termes de benchmark, ce sont les véhicules de fonction. Donc 64 des BSI vont traiter du sujet du véhicule. Par une pure coïncidence, on retrouve aussi 64 des entreprises qui vont afficher une valorisation monétaire de ce véhicule de fonction. On pourrait se contenter de dire: vous bénéficiez d'un véhicule de fonction, mais on veut aller plus loin et donner des éléments chiffrés aux collaborateurs. Et ces éléments chiffrés, c'est le plus souvent le montant de l'avantage en nature. Donc, vous voyez que le montant médian constaté cette année sur le panel est de 4 455 € par an. Et le deuxième chiffre, qui est le coût médian pour l'entreprise, est de 139 € par mois. Alors, le coût médian pour l'entreprise, on vous le donne quand même, mais sachez qu'il peut être composé de choses très diverses d'une entreprise à une autre. On va avoir des entreprises qui vont valoriser uniquement le leasing,
et puis des entreprises qui vont valoriser le leasing, le coût des réparations ou de l'entretien, la carte essence, les frais d'essence, etc. On a revérifié ce chiffre plusieurs fois parce qu'il nous paraissait relativement bas par rapport à ce qu'on voyait les années passées, mais il se trouve que c'est ce qu'on a dans notre panel. Donc prenez-le quand même avec des pincettes. Les avantages divers, donc évidemment 95% des entreprises mettent en avant dans le BSI des avantages divers et ceux que l'on va retrouver le plus souvent ne sont pas très exotiques et pas très innovants, mais néanmoins très importants pour les collaborateurs. La notion de transport, donc le financement des frais de transport pour le collaborateur à 79%. La restauration, les dispositifs de restauration, tickets restaurant, restaurant interentreprise, parfois prime panier, 72%. Le CSE et les actions du CSE, l'action logement dans 53% des cas, la médaille du travail et les CESU. Encore un élément de benchmark et un zoom sur une page d'un BSI sur la qualité de vie au travail. Pendant la pandémie, le sujet de l'organisation du travail est monté en puissance dans les BSI et évidemment corrélé le sujet de la qualité de vie au travail qui est de la même manière. Pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, vous vous souvenez que c'était le thème phare de l'Observatoire. C'est un sujet qui aujourd'hui prend toute sa place dans le bilan social individuel. 25% des entreprises vont présenter ces éléments dans leur BSI. Et vous voyez là une page qui est extrêmement étoffée sur laquelle vous allez avoir toutes les actions RSE et toutes les actions relatives à la QVT dans l'entreprise en question et de manière très détaillée. Donc un thème qui monte en puissance d'année en année et particulièrement cette année. Et enfin, dernière page. Alors, sur la dernière page, on trouve un peu de tout. On n'a pas sorti des statistiques parce que ça n'aurait pas de sens. Le plus fréquent, c'est de retrouver des contacts utiles. Le BSI, c'est des éléments chiffrés, c'est de la pédagogie, mais c'est aussi, entre guillemets, un agrégateur d'informations. Le collaborateur sait que lorsqu'il va se connecter sur son IBSI, il va pouvoir avoir des contacts utiles qui vont l'amener sur d'autres sites, internes ou externes, hein. Ça peut être l'intranet, ça peut être des sites externes, assureurs, teneurs de compte, par exemple. Donc des contacts utiles avec les coordonnées nécessaires. Mais sur la dernière page, on peut retrouver aussi des éléments qu'on a déjà évoqués juste avant, les avantages sociaux, la formation, des chiffres clés. Vous avez une petite illustration au milieu sur la manière dont peuvent alors de manière très très simple, se mettre en musique des contacts utiles. Et enfin, un dernier élément qu'on a pu trouver cette année, c'était, à l'instar de vous vous souvenez qu'en début de présentation, on a vu une timeline des versements, pour le collaborateur au cours de l'année. Et bien là, on va retrouver son pendant sur les temps forts RH de l'année en cours, et qu'est-ce qui s'est passé en matière RH, dans l'entreprise pendant l'année. Voilà, on en a terminé, il me semble, sur la présentation des résultats de l'Observatoire. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec les chiffres. On va passer à une partie plus vivante de cet observatoire et de cette matinale. Et je vais maintenant accueillir Latifa Talebser, qui est donc directrice valorisation des politiques sociales chez L'Oréal, et Jérôme Soussan, qui est responsable de la communication stratégie RH chez CSI Saint-Honoré. Et je vous remercie tous les deux de vous prêter à l'exercice ce matin. Donc, je vais laisser la parole dans un premier temps. On va être sous un format questions-réponses, sans tellement de slides, hein, quelques-unes d'introduction pour Latifa. Et puis, on vous montrera aussi des éléments chez L'Oréal. Donc, je vais dans un premier temps laisser la parole à Latifa pour qu'elle puisse se présenter, nous présenter L'Oréal, même si on connaît tous cette belle maison, et peut-être aussi nous présenter votre service. Et ensuite, on passera à quelques questions. Donc, Merci Clémence. mais je vous en prie. Bonjour, donc je m'appelle Latifa Talebser, je travaille, à la direction des relations et de l'innovation sociale, donc rattachée à la direction générale des ressources humaines de L'Oréal. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour partager mon expérience, sur la communication des avantages sociaux, dans le groupe. Peut-être 2 mots, mais très, très rapides sur le groupe L'Oréal que vous connaissez certainement. Donc,
on dit qu'on est un pure player de la beauté parce qu'on ne travaille que sur la cosmétique, contrairement à d'autres fournisseurs enfin vendeurs de cosmétiques qui sont plus diversifiés dans la maroquinerie, par exemple, le luxe, et cetera. On est aussi une entreprise très ancienne puisqu'on a été, créé en 1909 par, Eugène Schueller et évidemment on est à une portée mondiale et on est numéro 1 des cosmétiques, dans le monde. Donc juste un petit rappel rapide. Pour vous situer un petit peu, des Ah grands pardon, je chiffres, suis désolée, c'est pas très grave, ça y est, ça va très bien. la technique n'a pas suivi, Ça pardon. ça va aller, ça va aller. Clémence, on va continuer sur quelques chiffres clés, juste pour vous donner un ordre d'idée, sur le nombre de salariés, par exemple, qui sont, présents dans le groupe. Donc on est à plus de 85 000 salariés dans le monde entier, avec 35 marques. Vous en connaissez certainement quelques-unes, mais quand on voit l'étendue, parfois on ne les connaît pas toutes. On a, également un grand nombre de brevets qui sont déposés tous les ans. Là, c'est en 2021, on a déposé, 517 brevets. C'est la partie peut-être de L'Oréal qui est moins connue, cette grande direction de l'innovation qui est, très, très importante et évidemment, on est présent dans, 150 plus de 150 pays. Voilà pour les grands chiffres pour, rappeler un peu, ce qu'est L'Oréal pour ceux qui ne connaissent pas bien, le groupe. Je vais juste faire un petit focus sur les ressources humaines et le département dans lequel je travaille, qui c'est donc la direction des ressources, des relations sociales et de l'innovation sociale. Donc la mission de ce département, c'est évidemment de travailler sur, le dialogue social avec nos partenaires sociaux, travailler sur l'innovation sociale qui est, évidemment, très important chez nous parce qu'on veut toujours être très en avance et je pense qu'on l'est pour beaucoup de sujets. Travailler sur les politiques sociales de manière large et on en a parlé tout à l'heure avec, la santé, la prévoyance, la qualité de vie au travail et la retraite qui va être un gros sujet, je pense, cette année. Et ce que nous on appelle le workplace qui regroupe, l'organisation du travail, mais aussi les locaux, tous les services qu'on trouve lorsqu'on se déplace et qu'on vient au bureau. Ce qui est un sujet qui est très important pour nous aussi puisqu'on met beaucoup d'énergie pour valoriser, ce qu'on appelle le workplace. Voilà, je merci Clémence, on va pouvoir, Alors, passer. donc l'idée, c'est de pouvoir, alternativement vous faire parler de vos sujets respectifs et ma première question, elle va être pour Latifa et elle va consister à peut-être nous commenter, quelques outils que vous avez mis en place dans votre entreprise. Donc, il existe chez L'Oréal à la fois des outils de communication, sur la politique salariale qui sont des outils, collectifs et un outil individuel qui est le BSI. Et on voudrait un petit peu vous écouter sur le sujet. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous parler du site Avantages sociaux de L'Oréal que l'on va retrouver à l'écran peut-être dans 2 minutes. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez prendre la Ouais, je vais main prendre ou la main. voilà. Alors, je voulais partager avec vous un très beau site qu'on a développé très récemment, qui, décrit effectivement tous les avantages sociaux de L'Oréal et l'idée c'était d'avoir, enfin, pour être très honnête, quand je suis arrivée il y a 4 ans sur le poste, c'était une création de poste, on s'est aperçu que chez L'Oréal, on a énormément d'avantages sociaux et peu de gens étaient conscients de l'éventail, des dispositifs et il y avait beaucoup de documents écrits, dispatchés un peu sur les intranets et l'idée, c'était de centraliser, rendre simple d'accès et surtout, avoir donner montrer l'éventail, donc valoriser, simplifier la communication puisqu'on avait des choses très longues, soit, trop détaillées, assez techniques puisque vous savez, que les sujets de protection sociale, de santé, de retraite, quand on rentre un peu dans le détail technique, ça peut être complexe. L'idée, c'était de rendre, simple, accessible à tous les collaborateurs. Donc on a travaillé, avec l'équipe sur un site très simple, donc je vais vous faire une petite démo. Donc là, vous voyez à l'écran, on a, un édito, et un menu qui regroupe un certain nombre de thèmes. Donc on a l'épargne, la retraite, la santé, les proches, les congés et ensuite tous les contacts par thème. Comment, a-t-on travaillé pour créer ces thèmes? Donc ça, c'était aussi une approche particulière, c'est qu'on a, demandé à des collaborateurs, de faire un on a fait un test utilisateur avec des collaborateurs. On a écrit sur des petits papiers tous les avantages, donc il y avait beaucoup de petits papiers sur la table et on leur a demandé de regrouper dans des bols, et d'écrire une étiquette sur chacun des bols pour
regrouper les avantages sociaux par catégorie et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire cette catégorisation des avantages sociaux qui est pas surprenante, mais qui a permis, par exemple, de créer une catégorie qui n'existait pas, qui s'appelle les proches. Tous les dispositifs relatifs à mes proches, mes ascendants, mes enfants, éventuellement des amis que je pourrais aider dans le cadre des dispositifs offerts par L'Oréal. Donc voilà la manière dont on a créé et structuré ce site. Donc si je reviens à la structure du site, c'est un site très très simple d'utilisation puisqu'on scroll down pour voir défiler les informations. Donc on a évidemment un édito qui a été rédigé par la patronne de la directrice des relations sociales et on a une structure qui est commune pour chacun des thèmes. Donc là, vous voyez, on commence par l'épargne salariale. Ce qui est aussi très important, c'est qu'on veut faire de l'éducation. Donc pour chaque thème, on a une couleur et un picto qui sera le même sur toute la communication dans tous les supports de communication, qu'ils soient visuels, écrits. Donc on va continuer à éduquer les collaborateurs avec le jaune, ce sera l'épargne. Donc pour la structure du site, on a une petite introduction très simple, une brochure qu'on peut soit télécharger en PDF, soit consulter sur le site, voilà, tout simplement. On a des fiches pratiques, comme vous voyez ici, sur chacun des thèmes. Donc on a parlé du CET tout à l'heure, qu'on peut consulter sur le site, l'actionnariat, les jours de congé, et cetera, l'intéressement, qu'on peut télécharger en PDF. Donc tous les documents sont consultables sur le site ou téléchargeables en PDF. On a une section, questions récurrentes, une fiche avec tous les liens utiles et enfin une petite présentation PowerPoint. Là, dans le cadre de l'intéressement participation, c'est dans le cadre de la campagne, comment choisir, faire ses choix de placement. On a aussi une petite vidéo commentée oralement sur tous les dispositifs et ensuite donc là, on va passer sur les thèmes suivants qui sont la retraite, et qui a la structure, commune. Donc je vais peut-être juste vous montrer, donc vous voyez, on redéfile, on a la même structure, que pour le précédent thème. Voilà comment est, organisé et donc pour finir, je vais aller à la fin et pour chacun des grands thèmes, on a donné aux collaborateurs l'accès à la fiche contact de tous les collaborateurs, enfin tous les référents par thème et on a une fiche par thème, voilà, pour retrouver les contacts dédiés à chacun des thèmes. Je pense que j'ai fait, le tour. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très simple, accessible et évidemment digital. Donc l'intérêt, c'est qu'avec, le digital, on peut mettre à jour les documents dès qu'il y a une nouvelle réforme, un changement législatif et cette partie digitale est très, plébiscitée pour cette mise à jour, régulière. Voilà, Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut je vais vous reprendre la tablette bien et sûr. je vais vous, connecter. Alors c'est là qu'il faut que ça marche. Oui, c'est bon, on est bien connectés. Très bien, Sur la partie BSI, donc on a vu la partie collective, hein. On est d'accord que le site que vous nous avez montré là est accessible à tous, bien sûr, sans, différence de contenu d'un collaborateur à un autre. tout à fait. En revanche, on a un 2e outil qui est le BSI, que je peux, je sais pas, comme vous Je vais voulez, continuer par, que l'on vous montre aussi, ce matin voilà. et qui a des 4 rubriques et une page d'accueil. Alors, c'est vrai que l'existence du BSI précède celle du site des avantages sociaux d'Oréal. Donc, elle était structurée, enfin, évidemment, on va retrouver une structure assez commune. La particularité du site avantages sociaux, effectivement, c'est qu'il s'adresse à tous les collaborateurs. On a le résumé de toutes les politiques pour les collaborateurs, les 14 000 collaborateurs en France, les plus de 14 000 collaborateurs en France. Donc là, dans le BSI, on retrouve nos grands chapitres dont on a parlé tout à l'heure un petit peu. Donc, on a d'abord un édito qui est une page d'accueil qui reprend la catégorie, l'ancienneté, et cetera du collaborateur et un petit édito, qui est le texte, mis à jour, tous les ans par notre DRH groupe. Donc voilà pour l'introduction. Donc on a une première catégorie qui s'appelle la rémunération, globale et là on va retrouver avec, tout un tas de schémas, la rémunération fixe, la rémunération variable, l'intéressement participation, qui est un élément conséquent chez L'Oréal, une grande part de la rémunération. On retrouve aussi toutes les primes et avantages qui sont, versés, sous forme, qu'on retrouve sur le bulletin de paye. Donc là, on a un exemple avec l'avantage mobilité qui est, l'indemnité kilométrique vélo ou,
ou l'avantage, de la voiture de fonction, pardon. On a fait aussi un petit rappel de la rémunération, sur l'année en cours, puisque le BSI, comme vous savez, fait le bilan de l'année précédente et lorsqu'on le publie, l'année est déjà un petit peu avancée puisque nous, on le publie en général en mars, le temps de collecter les données, de s'organiser pour avancer, sur, la mise en forme. Donc le collaborateur a déjà eu, éventuellement une augmentation générale, donc au moment où on publie, l'information, est déjà, la plus à jour et l'augmentation générale qui a été appliquée sur l'année en cours. Donc on a ajouté, c'était très récemment, cette information qui nous paraissait assez dynamique et importante d'insérer. Voilà, donc je vais peut-être pas rentrer dans toutes les pages, mais en tout cas vous montrer les grandes structures. Donc on a l'épargne salariale et on a ajouté l'épargne retraite l'année dernière. Avant, on n'avait que l'épargne salariale. Mais comme la partie épargne retraite est très importante chez nous, puisqu'on a un plan de retraite complémentaire, de type PERO, on a le PERCO, on a des dispositifs d'indemnité de départ à la retraite qui sont très conséquents. On a pensé important et évidemment le CET qu'on alimente pour la retraite, heu, on a pensé important, remontrer aux collaborateurs que l'épargne, elle peut servir notamment pour la retraite. Donc dans l'intitulé de l'onglet, on a pensé que c'était important de le remettre. Donc là, vous voyez, qu'on reprend, tous les éléments et tout à l'heure, on parlait de l'abondement. Évidemment, nous aussi, on valorise l'abondement, sur la page, relative à l'épargne salariale puisqu'il y a une grande participation d'entreprises, heu, qui, heu, qui permet aux collaborateurs d'orienter leurs investissements lorsqu'ils ne touchent pas leur intéressement participation vers des fonds qui sont abondés. Donc si je reviens, à l'onglet suivant, donc on a, tout un chapitre sur la protection sociale et là, on va retrouver évidemment la mutuelle et les frais de santé, avec des petits schémas, des petits pictos. On donne de l'information sur les réseaux de médecins, avec lesquels on a des partenariats pour aider les collaborateurs. On fait référence toujours à notre intranet RH puisqu'il y a beaucoup d'informations, qui est, postée sur cet intranet. Donc on renvoie souvent le collaborateur. Donc là, pour vous montrer un peu, on a effectivement des informations de niveau 1 et niveau 2. Lorsqu'on a besoin d'avoir du texte, on rajoute, des animations pour pouvoir, étayer. On a parlé de la répartition des cotisations entre salariés et employeurs. Par exemple, juste à titre anecdotique, on a changé l'ordre l'année dernière. On avait à gauche les employés l'employeur et à droite le salarié. Donc cette année, on a après grande discussion, on a changé cette répartition et on a, tout un tas d'informations relatives à la retraite qui, comme je vous disais tout à l'heure, c'était quelque chose de très conséquent chez nous. Donc on a un petit texte qui explique ce que c'est que l'indemnité de départ à la retraite. On explique ce que c'est que le congé de fin de carrière, notre CET et notre retraite complémentaire. Donc voilà, c'est très, très simple d'utilisation et il y a, une quantité d'informations qui est, assez conséquente avec finalement, c'est assez épuré, mais en quantité, il y a quand même beaucoup de densité. Et je finirai juste sur cette dernière page que nous, on a structurée d'une certaine façon. Donc on a toujours au début de la page, avantages qui sont un peu les benefits in kind, tous les avantages en nature de manière, générale. On a mis l'exergue effectivement sur, l'organisation, du travail, en début de page, en reparlant de toute la mise en place du télétravail, du travail à distance et de l'accompagnement qu'on a fait des managers en début de page. Ensuite, les avantages, ils sont organisés en 2 grandes catégories. Les avantages, individuels, donc dans ce cas-là, dans le cas présent, là, on a tout ce qui est relatif à la parentalité et les nouveautés et à côté, on a toutes les nouveautés relatives aux absences et aux congés. Donc ça, c'est la partie individuelle auquel, ce à quoi ce dont j'ai bénéficié cette année. Et si je regarde en dessous, j'ai une catégorie, il y a toutes les catégories qui concernent les avantages collectifs auxquels j'ai pas forcément droit, j'ai eu droit, mais que je n'ai pas utilisé cette année. Donc on me fait un rappel de tous les dispositifs pour la famille, tous les dispositifs relatifs, j'étais sur la mobilité, pardon. Je vais avoir des rappels, sur le comité d'entreprise, l'action logement, la vente au personnel, parce qu'évidemment, vous savez, on a accès à
à la vente de produits cosmétiques à prix réduit, donc on a un très, très beau site avec beaucoup d'avantages et donc on a aussi une catégorie qui parle de tous les soutiens qu'on peut avoir pour sa famille, pour ses ascendants. Vous savez, l'actualité avec, nos parents vieillissants, on a développé un certain nombre d'aides et on en parle dans cette catégorie. Voilà, je pense que bon, on parle évidemment de la formation et de toutes les actions citoyennes que les collaborateurs peuvent faire avec l'arrondi solidaire sur le bulletin, la journée de ce qu'on appelle le Citizen Day où les collaborateurs ont une journée pour participer à des actions dans des associations, qu'on leur propose. Donc c'est une journée banalisée pour tout le groupe, où on est tous ravis d'intervenir, dans des EHPAD, dans des crèches et cetera. Voilà, je pense que je vous ai montré, ce bilan, social individualisé dont on est très fiers et les collaborateurs sont très contents. Donc, comme vous voyez en haut de cet écran, on voit qu'on peut avoir une version PDF, mais nous on voit que nos collaborateurs utilisent énormément le site, et le PDF il est sauvegardé et stocké, sur leur disque dur en général, mais globalement, c'est le site qui prévaut chez nous. Très bien, merci Voilà, beaucoup. Merci à vous. j'espère ne pas avoir été trop longue. Ah non, pas du tout, c'est très intéressant. Et on est là pour ça. Je vais me tourner vers Jérôme maintenant. Bonjour Jérôme, bienvenue. Je Bonjour. vais je vais, vous laisser vous présenter et vous présenter à la fois vous et votre mission, chez CSI. Alors on va peut-être en fait, dans la vraie vie, on se connaît bien, donc on va peut-être se tutoyer. Et je voudrais savoir, à l'instar de ce que l'on a vu, pour L'Oréal plus spécifiquement, aujourd'hui, sur quel sujet est-ce que, les entreprises font appel à tes services et aux services de ton équipe? Bien, bonjour à tous déjà. Donc Jérôme Soussan, moi je suis en charge de la partie conseil en communication, ce qu'on appelle stratégie RH. Pour faire simple, c'est le pendant de l'équipe BSI qui va s'appliquer à faire la communication individualisée. On va gérer toute la communication collective sur l'ensemble des thématiques RH. Donc on partage les mêmes expertises, ça fait avec le BSI, on a beaucoup de liens et de passerelles sur les sujets et sur les thèmes, traités. Alors, la question c'était sur quel thème, on Oui, travaille le plus oui, plus oui. Quels souvent? sont les thèmes sur lesquels les entreprises Ben, font, le plus souvent appel à toi? en fait, c'est le panel est vraiment très large puisqu'on aborde l'ensemble des thématiques RH sans limite. Alors, pour faire le lien avec le BSI, on va déjà, traiter tout ce qui concerne, la communication autour de la rémunération, la politique de rémunération, la structure de rémunération, l'épargne salariale, la rente variable et puis, d'autres éléments annexes comme l'actionnariat. La rémunération, évidemment, les avantages sociaux, donc pareil, tout ce qui concerne les avantages sociaux, la protection sociale. On va aussi traiter tout ce qui concerne, la vie du salarié et le parcours professionnel, c'est-à-dire, faire des livrets d'accueil, communiquer sur les process et les parcours d'intégration, sur, les process de mobilité, de formation ou de développement des compétences, de façon globale. Et puis on va aller jusqu'à aussi tout ce qui concerne les conditions de travail, la communication autour des règles du temps de travail, autour du télétravail, un sujet, fort ces derniers mois, ou de la QVT, très important. Voilà et puis jusqu'à aborder aussi des thèmes d'inclusion, de handicap, voilà et ainsi de suite. Merci beaucoup. Je vais me tourner à nouveau, vers vous Latifa. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels ont été les éléments déclencheurs de ces différents projets que vous nous avez montrés, à l'instant? Est-ce que, ça a été orchestré au sein d'un plan annuel de communication, sur la politique sociale qui a été prédéfini? Ou alors est-ce que c'est guidé par une actualité et c'est géré au cas par cas et les choses se font, un peu spontanément? Bah, je dirais, mais les 2 mon capitaine, puisqu'en fait, on a, un calendrier, annuel d'événements qui sont des rendez-vous,
un peu obligatoire, je dirais, avec nos collaborateurs, puisqu'on a la campagne d'intéressement-participation qui a lieu tous les ans, fin mars, Mmh. début avril. On a le lancement du BSI qui a lieu une fois par an en mars, effectivement. Et on a un rendez-vous annuel sur la santé où on va réaborder avec les collaborateurs tous les dispositifs pour qu'ils en aient connaissance. Donc, on a des sujets récurrents pour lesquels on va communiquer en interne. Viennent s'ajouter à cela, des événements ponctuels, hein. On peut avoir, bon là on est, la semaine prochaine, c'est la semaine des aidants, donc on va faire un petit événement, et on va ponctuellement parler des aidants et de tous les services. Donc on va à la fois, surfer sur l'actualité pour redonner, de l'information ponctuelle, qui sera liée à l'actualité, et à la fois on renverra régulièrement les collaborateurs à tous ces supports qu'on a développés récemment, qui alimentent et les aideront à bien comprendre et s'outiller sur, les dispositifs, pour les aider à gérer leur quotidien. D'accord, merci Voilà. beaucoup. Et même question, mais côté Jérôme. Est-ce que selon toi, enfin, est-ce que tu as souvent affaire à des entreprises pour lesquelles un plan, annuel a été, réalisé, enfin, ou pensé et où tes compétences, sont requises? Ou est-ce que, c'est des actions qui sont purement ponctuelles? En d'autres termes, quels sont les faits générateurs des missions sur lesquelles tu peux travailler? Je vais faire à peu près la même réponse que Ça tombe bien. Créatif, hein. Alors c'est assez rare Mmh. d'avoir un plan de com annuel préparé très en amont. Mmh. Heu, mais en réalité, il existe un calendrier RH annuel avec les rendez-vous RH, on a dit, les périodes, d'évaluation, des plans de formation, du versement de l'intéressement, du BSI, ainsi de suite. Et en fait, le plan de com, c'est tout simplement de se caler sur le calendrier RH. Donc ça va être un peu la base de travail. Et puis, effectivement, on a beaucoup, et c'est l'essentiel de nos interventions, ça va être des missions ponctuelles sur des sujets ponctuels. Et en termes de faits générateurs, alors il y en a pas mal. Je vais citer les principaux. C'est-à-dire que le principal, ça va être la signature d'un accord en entreprise. Souvent, ça part d'un accord. Un nouvel accord sur le télétravail, un nouvel accord de GEPP, un nouvel accord bon, sur l'épargne salariale ou autre, ou sur la rémunération variable. Donc ça va être vraiment le fait déclencheur, et c'est presque devenu aujourd'hui un réflexe pour les entreprises. Dès qu'il y a un accord, de tout de suite le valoriser et d'en expliquer les points clés. On est arrivé aujourd'hui à faire des chartes de communication autour des accords d'entreprise avec voilà, suite de quelques dispositifs, des flyers synthétiques, une courte vidéo ou quelques slides de présentation pour une réunion interne. Et ça suffit déjà à valoriser et à en expliquer les points clés. Et puis, on va retrouver ce même dispositif. À chaque nouvel accord, on va retrouver le même dispositif qui va permettre d'avoir un effet de reconnaissance, une harmonisation et une logique de communication qui va être répétée pour l'entreprise. Autre fait générateur, ça va être ce qu'on a fait avec Latifa sur le projet que vous avez vu concernant les avantages sociaux, c'est-à-dire de reformaliser toute une politique, notamment d'avantages sociaux, de remettre en lumière des choses qui étaient un peu à plusieurs endroits, on n'avait pas de vision globale, et redonner du sens, en fait. Donc ça va être un besoin qui est vrai sur les avantages sociaux, qui va être vrai sur une politique RH plus générale. Des fois, la politique RH, elle est pas formalisée, elle existe, mais elle n'est pas formalisée, elle n'existe pas en tant que telle. On n'a pas une vision globale ou une politique de rémunération. On va avoir le même sujet, en fait. Reformaliser, se reposer des questions, avoir de la hauteur et redonner du sens à tout ça, comprendre la complémentarité des dispositifs qui existent. Je dirais qu'il y a 2 autres faits générateurs aussi importants, pour l'intervention. Ça va être un besoin d'accompagnement au changement. Donc la mise en place, d'un nouvel outil RH par exemple, une évolution de rémunération variable, s voilà, pour des exemples assez simples. Et là, c'est vrai que, je pense que toutes les entreprises ont au moins une fois dans l'année à gérer un projet de change, et donc d'être accompagné, que ça soit directement auprès des collaborateurs ou avec une communication spéciale auprès des managers. Et ça, c'est vraiment, aussi un fait, générateur assez récurrent. Et le dernier qui est moins classique, mais qui vient de façon régulière, ça va être l'évolution législative.
Donc voilà, les nouvelles lois. Pour exemple, le dernier en date, c'était la loi Pacte qui a amené les entreprises, à revoir, à transformer un peu leur dispositif d'épargne salariale, d'épargne retraite en particulier. Donc là, ça demande une nouvelle pédagogie. C'est un accompagnement de changement également. Il y a eu des dispositifs pour permettre, et faciliter la mise en place de plans d'actionnariat salarié. Donc là aussi, il y a un besoin d'être accompagné pour incorporer ces pratiques au sein des entreprises qui ne le faisaient pas. Voilà. Ou plus loin, il y a 3-4 ans, on avait eu, vous vous souvenez tous, la mise en place du prélèvement à la source, et là aussi, pas mal de change à gérer et de pédagogie et de sensibilisation pour, expliquer et rassurer le collaborateur sur ce qui allait changer. Très bien. Merci beaucoup. Un sujet maintenant sur lequel, vous allez nous donner votre avis tous les 2. Il me semble qu'il y a une porosité de plus en plus importante entre la communication sur les politiques salariales à l'interne, mais aussi à l'externe vis-à-vis des candidats. Des questions aussi, évidentes d'attractivité qui se posent de plus en plus dans les entreprises. De votre côté, Latifa, quel lien ou quelle passerelle est-ce que vous faites chez L'Oréal, entre la communication, enfin sur la communication des politiques sociales vis-à-vis de l'interne, des salariés, tels que vous nous l'avez montré là, et celle à destination des candidats aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a des choses qui sont communes, mais moi, Mmh. je vois quand même une distinction importante, puisque en interne, ce qui intéresse les collaborateurs, lorsqu'ils ont un besoin, je vais garder mon exemple de l'ascendant, j'ai une maman qui va pas bien, qui ne peut pas être autonome, je cherche un EHPAD pour ma maman. Je vais avoir un besoin, je suis un collaborateur, je vais chercher dans les supports RH, qu'est-ce que j'aurais besoin de savoir si L'Oréal m'offre un dispositif qui va pouvoir m'accompagner. Donc je vais voir mon RH, j'ai l'information. Mais ce qui m'intéresse dans la communication et les supports que je vais obtenir sur les sites et l'intranet, c'est plus le process, comment je vais obtenir quelle est la démarche, quelles sont les étapes, comment pouvoir accéder au service et quel est le process pour y accéder. Je pense qu'en interne, on est dans effectivement connaître que le service existe, donc informer les collaborateurs des dispositifs, de la variété du panel, comme je disais, l'éventail très large des dispositifs offerts. Donc avoir une bonne connaissance de tous les dispositifs, savoir comment y accéder, quel est le processus pour pouvoir bénéficier d'un logement, d'une aide à rechercher un logement par exemple. Qu'est-ce que je dois faire? Donc je pense qu'en interne, on va tourner notre communication sur comment obtenir le service que je recherche ou le dispositif. En externe, enfin, en tout cas, moi, la pédagogie que je fais Mmh. avec les recruteurs, et le travail que j'ai commencé à faire avec les RH qui recrutent, c'est plus de leur dire: «On a vraiment des avantages sociaux qui sont différenciateurs et qui sont vraiment assez exceptionnels». Bon, au tout début, quand j'ai pris mon poste, moi, je ne savais même pas en arrivant chez L'Oréal qu'on avait de la téléconsultation médicale, et qu'on pouvait être au fond de son lit, appeler un médecin et avoir, un médecin. C'était il y a quand même 4 ans. C'était pas aussi répandu, ça s'est répandu après le covid, mais à vrai dire, tout un tas d'informations comme ça qui sont aujourd'hui, c'est plus différenciateur, hein, la téléconsultation, tout le Mmh. monde l'offre, mais il y a 5 ans, L'Oréal l'avait et Mmh. je pense qu'il y a bien plus longtemps que 5 ans. Donc je pense qu'on a des avantages sociaux qui peuvent attirer des talents et qui sont très différenciateurs des autres entreprises. Bon, la quantité d'avantages sociaux, c'est certes un atout, mais il y a aussi, je pense, choisir et donner des éléments, qui peuvent intéresser, bon, peut-être, des gens qui sont en famille, qui ont des enfants. On a une plateforme, par exemple, qui permet à des collaborateurs qui sont, parents isolés, de pouvoir avoir une garde quand ils sont en déplacement. Donc pour moi, ça, c'est vraiment différenciateur. Donc je préfère donner des éléments, et pousser nos recruteurs à s'armer de ces éléments-là qui sont vraiment innovants, différenciateurs, plutôt que de rentrer dans le process de comment obtenir l'info qui est pas Bien sûr. pertinente en externe. Donc c'est pour ça que je dirais que oui, il faut parler de tous nos avantages, mais peut-être cibler, sur ce qui fait la différence de L'Oréal Mmh. avec les autres entreprises. OK, merci. Et Jérôme, de ton côté, entre la com RH interne et la com RH externe, est-ce qu'il y a aujourd'hui des stratégies différentes? Est-ce que c'est 2 sujets distincts ou pas? Alors stratégie, oui, ça peut être assez différent, mais néanmoins le lien est assez fort. Mmh. Les passerelles sont fortes. Alors on observe, nous en tant que
cabinet de conseil auprès des différentes entreprises, c'est vrai que c'est souvent un sujet qui sont traités séparément. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être tout simplement le fait de l'organisation d'entreprise où on voit régulièrement des personnes dédiées à la communication interne Mmh. et d'autres dédiées à la communication de marque employeur. Donc du coup, il y a ça manque peut-être de lien, mais évidemment, il y a un lien très fort entre les 2, ne serait-ce que sur les sujets traités, comme le dit Latifa. Sur l'interne, on va passer beaucoup de temps, à présenter, à faire du marketing RH, mais aussi à faire beaucoup de pédagogie et expliquer les principes, à rentrer dans un niveau de détail qu'on n'a pas besoin de faire, évidemment, à l'externe. Néanmoins, tout le travail de marketing interne qui est fait, notamment sur les avantages sociaux, et ben, il est tout à fait réexploitable pour l'externe et ça, on fait de plus en plus. On fait de plus en plus de communication tout à l'interne en priorité, dont on exploite, les principaux messages pour une utilisation externe, donc sur les réseaux D'accord. sociaux, sur salons de recrutement, et ainsi de suite. Hem, donc l'exemple qu'on a vu, sur les avantages sociaux est un bon exemple. Ça marche sur la rémunération. Je crois que tu en as pas parlé, dans ta présentation, mais du BSI, on exploite une déclinaison du BSI pour faire une PSI, une proposition C'est ça. salariale individuelle. Donc c'est en fait une adaptation du BSI à des fins de recrutement et d'attractivité. Donc là où on va avoir un objectif, de pédagogie, de sensibilisation sur des sujets en interne, on va chercher à mettre le collaborateur dans les meilleures conditions et puis en réalité, il y a quand même un enjeu de fidélisation. Et ben, le pendant de la fidélisation, c'est l'attractivité et on va pouvoir jouer sur les mêmes, heu, canaux ou mêmes supports de communication et avoir une logique, une vraie cohérence de communication entre l'interne et l'externe. OK, merci beaucoup. On va maintenant s'intéresser à la manière dont les collaborateurs et peut-être l'externe aussi, perçoivent, ces communications sur les politiques salariales. Donc, question, pour vous Latifa, comment est-ce que ces supports ont été accueillis par les collaborateurs ou les managers ou la filière RH encore? Ou peut-être même les candidats, lorsque vous leur montrez, tout ça? Alors, à vrai dire, on est dans les tout débuts des collectes de Mmh. feedback. On n'est pas en train on fait pas d'enquête régulière, contrairement à vos préconisations sur le BSI notamment, que j'ai noté. Donc chez L'Oréal, c'est plutôt, on recueille le feedback de manière un peu informelle, donc on n'a pas un travail systématique. Ce qu'on a fait de manière exceptionnelle, c'est qu'on n'imprime plus, je vous disais tout à l'heure, Mmh. mais on a quand même imprimé toutes nos brochures. Et on a offert, le kit de tous les avantages sociaux à nos DRH et à tous les RRH qui gèrent, les populations pour, concrètement qu'ils se rendent compte de la masse. Parce que quand on voit arriver toutes les brochures sur son bureau, on se dit: «Tiens, waouh, c'est impressionnant». Donc les DRH et les RH ont trouvé que c'était très simple, très pédagogique, l'idée d'avoir des fiches synthétiques, donc ça a été très, très bien accueilli. Donc on sait qu'il va falloir qu'on fasse un vrai relais auprès de nos collaborateurs, mais globalement, on sent que la simplification, la transparence, c'est quelque chose qui est recherché. On n'est plus dans la black box, où tout le monde, Mmh. où le RH est secret. On est vraiment là à se dire: «Il faut expliquer les choses, être simple, didactique, court aussi», puisque les gens n'ont plus le temps. Et moi, je suis aussi pour la diversification des supports, donc les graphiques, le support papier, le descriptif, mais aussi la vidéo, pourquoi pas le podcast. En fait, je pense que, on n'est pas tous, câblés de la même manière. Il y a des gens qui aiment lire du texte, il y a des gens qui vont être, en train de se raser et écouter, des choses à la radio. Donc du coup, il faut qu'on puisse toucher toutes les cibles avec tous les médias. Donc c'est ça vers quoi j'aimerais bien qu'on aille pour pouvoir être sûr de toucher un maximum, mais aussi peut-être faire aussi, un peu plus d'enquête, ce que j'avoue, on ne fait pas encore beaucoup. Très bien. Merci et Jérôme, de ton côté, comment est-ce que tu mesures l'impact des campagnes sur lesquelles, toi et ton équipe travaillez? Est-ce que vous avez des retours terrain, toi ou l'équipe à nous partager aujourd'hui? Alors c'est une question complexe parce qu'en fait, non, on n'a pas Pas du assez tout préparé, hein. pas de et non, en réalité, c'est très difficile d'avoir des Mmh. retours. Pour être honnête, vraiment honnête, en termes de communication, c'est assez complexe. On peut avoir des projets qui amènent à solliciter les collaborateurs, à passer à l'action pour un plan d'actionnariat salarié, pour un
plan de formation, pour différentes choses. Donc, on peut voir si la participation finale est forte et on peut estimer que donc, la campagne est réussie. Après, la communication va être un élément, ça va pas être c'est pas Bien ça qui sûr. va générer l'ensemble du succès, mais ça va être un élément. Donc, évidemment, on aura tendance à croire que ça a joué un rôle assez Mmh. important. Donc, en dehors de ce type de communication où il y a une demande de passage à l'action, on peut avoir des retours de terrain directement. Quand une communication, comme vous l'avez fait, se fait directement sur le terrain, en direct, ben, on peut avoir tout de suite un retour positif ou négatif Mmh. sur ce qu'on remet, ce qu'on dit, ce qu'on propose. Donc ça, c'est évidemment assez efficace. Mais globalement, c'est assez complexe et je dirais qu'en fait, il faut prendre le sujet à l'inverse. En fait, à défaut de pouvoir mesurer, l'impact d'une communication, on arrive à mesurer l'impact d'une non-communication, en fait. En Certes. fait, les Mmh. retours le plus souvent, le maximum de retours qu'on a, ou que les entreprises ont, c'est justement le fait que, il y ait pas eu de communication sur un sujet, qu'il y ait une méconnaissance et que, voilà, qu'un sujet un projet a été lancé, mais ça n'a pas pris parce qu'il n'y a pas eu la communication adéquate et il n'y a pas eu l'accompagnement qu'il fallait sur ce sujet. Donc, c'est plus le manque. On a beaucoup plus de retours sur le manque de communication et on estime que si la communication fait qu'on n'a pas de retour, bah, c'est que, bon, a priori, ça a été efficace. OK, merci. Latifa, dernière question avant de passer aux questions, assez nombreuses que vous nous faites, passer sur la plateforme. On va essayer d'avoir, un petit peu de temps pour y répondre. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre communication, et sur votre politique sociale dans le temps? Aujourd'hui, après tout ce que vous avez fait, comment est-ce que vous pouvez aller encore plus loin? Comme je disais tout à l'heure, on peut encore, toujours s'améliorer, Mmh. puisque d'abord, si on j'aimerais que les gens, bénéficient de tout le travail qui a été fait, que les collaborateurs, aient conscience, des congés auxquels ils ont droit, des bénéfices. Donc ça, pour moi, ça va se concrétiser comme Mmh. ça. Mais encore une fois, je pense qu'il faut qu'on continue à réfléchir à la variété des médias, parce que ponctuellement, là, on va transformer, notre perco en percol, prochainement. Ça va être, c'est un sujet technique, il va falloir l'expliquer. Donc moi, j'aime bien la vidéo et le motion design pour rendre les choses simples. Donc je pense ça va plaire à certains, ça va parler à certains, mais à d'autres, il va falloir trouver d'autres supports. Donc pour moi, il y a sans arrêt, se renouveler sur la manière de communiquer, toujours être focalisé sur la simplicité, la pédagogie, donc ça, être vigilant, parce que souvent on peut être rattrapé par notre côté technique et notre expertise. Donc être vigilant, d'être vraiment très orienté, collaborateur et de se mettre dans les chaussures du collaborateur quand il lit les communications ou quand il les écoute. Donc pour moi, il y a ça, continuer à innover d'un point de vue social, c'est-à-dire, de quoi ont besoin nos collaborateurs demain, par exemple, moi j'ai des idées, hein, je ne vais pas dévoiler, mais je pense qu'il y a des cibles encore qu'on n'a, pas encore bien couvertes. On s'est bien occupé des bébés avec les crèches, on commence à s'occuper des ascendants, mais de quoi nos collaborateurs ont encore besoin, et auront besoin dans les années à venir. Évidemment, il y a un grand sujet qui va être sur la table, je pense en 2023, c'est la retraite. Comment bien expliquer aux collaborateurs, tous ces sujets très techniques. Donc ça va nous occuper encore, un certain nombre Pendant de des temps. années. Voilà, donc moi, j'avoue que ça fait partie un peu du fil conducteur Mmh. de ma carrière. Rendre simple des choses compliquées, c'est ce qui me motive tous les jours, donc je pense qu'il y a encore de quoi faire. Très Voilà. bien, merci beaucoup. Et dernière question, pour toi, Jérôme. De ton côté, comment est-ce que tu vois l'évolution de la communication RH dans le futur? Comment je vois Sors ta boule de ouais, cristal. c'est ça. Je l'ai consulté tout à l'heure. Comment je vois? Heu, Compliqué à répondre tout de suite. Il y a une évolution qui est en cours, en réalité, qui prend du temps, mais qui est en cours. Mmh. C'est, tout simplement la place de la communication RH. C'est-à-dire que, on transforme là où elle était perçue comme un plus, si on a le temps et si on a les moyens sur ce projet, on va faire de la com. Aujourd'hui, ça devient un indispensable et c'est vraiment au cœur de la fonction RH et des entreprises, ça commence à devenir un réflexe, se dire: «En fait, ça devient un indispensable, c'est plus, la couche de vernis qu'on met en plus si on peut». Et donc ça, je pense que c'est un élément important qui est en train de se transformer. Je dirais même que c'est presque, parmi une des prérogatives maintenant de la fonction RH, Mmh mh. d'avoir cette conscience, heu, pour, pour,
féliciter Latifa. On l'a vu en fait sur le projet que vous avez vu sur les avantages sociaux. C'est un énorme projet en fait. C'est énorme de faire tout ce qui a été fait sur l'ensemble des sujets, des thématiques, de tout remettre à plat, de tout repenser, de tout réexpliquer, et reformater. Et ça a été possible parce que Latifa et son équipe avaient déjà cette conscience de communiquer, en fait, de pouvoir expliquer, de communiquer, de simplifier les choses. Et donc, il y a un travail préparatoire énorme qui a été fait chez Latifa qui a permis la concrétisation de ça. Mais il faut avoir cette conscience en fait de besoin de communication et envie d'expliquer les choses et de simplifier les choses. Donc ça, je pense que c'est une des évolutions qu'on va voir. Et, et juste en aparté, c'est vrai qu'il nous arrive, on commence à accompagner par des petites formations très courtes certaines fonctions RH sur qu'est-ce qu'un dispositif de communication, quels sont les enjeux de communication, comment j'aborde et j'appréhende la communication dans un univers RH. Voilà. Je pense que c'est une compétence qui se développe au sein de la fonction RH et qui va continuer à se développer. Les autres évolutions, ça va être, c'est vrai que ça va être lié à la fois à l'innovation technique, l'innovation sociale, c'est-à-dire des choses qui vont apparaître, des choses nouvelles qui vont apparaître, et donc forcément il y aura toujours besoin d'expliquer, de présenter, de valoriser des nouvelles choses. Donc ça, je pense que ça va suivre son cours. De la même façon, les évolutions techniques ou technologiques sur les modes de communication vont aussi être amenées à adapter la communication RH. Le BSI, c'est simplement un outil qui est né grâce aux évolutions technologiques qu'on ne pouvait pas faire avant. L'individualisation des communications a été permise grâce à une évolution technique et à la fois de réalisation de support, mais de SIRH. Et donc, je pense qu'on voit que les SIRH aussi deviennent de plus en plus faciles à aborder, et on peut faire beaucoup plus de choses. Et par ça, je pense que la communication RH va être de plus en plus individualisée aussi. Voilà, en gros, je pense que c'est les principales évolutions que je Merci vois beaucoup. à court terme, en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, merci à tous les 2 pour vos explications et vos interventions. On a un certain nombre de questions posées par le public. Je propose qu'on prenne quelques minutes pour y répondre. Alors, je vais le faire en live, hein. On va commencer par ceux qui ont posé des questions il y a déjà plus d'1 heure. Alors, certains d'entre vous nous demandent si le support sera diffusé. Oui, bien entendu, on vous enverra à tous les participants le support par email dans les jours qui viennent. Voilà, c'était petit aparté. Alors, on nous demande si la prime Macron est représentée parmi les éléments variables. Alors, je vais me tourner un peu vers l'équipe que vous ne voyez pas, mais qui est là et qui travaille tous les jours sur des BSI. J'aurais tendance à dire oui. Est-ce qu'elle est isolée, prise isolément? On me dit oui dans l'oreillette. Est-ce que Latifa, vous avez un élément complémentaire à apporter sur le sujet ou pas? Non? Non, je Non? ne Bon. vais pas compléter. Donc oui, de notre point de vue, dans les BSI, elle est représentée parmi les éléments variables et souvent de manière isolée, de manière à ne pas la mélanger avec le reste des autres primes. On nous demande aussi si on pondère les résultats alors, de notre étude par les effectifs pour éviter la surreprésentation d'une entreprise dans les statistiques de rémunération qui aurait beaucoup plus de salariés que les autres. La réponse est oui, on a une équipe, heureusement, à disposition de data analystes qui travaillent sur nos chiffres et je vous confirme qu'il y a bien une pondération. Concernant les véhicules de fonction, y a-t-il des entreprises qui valorisent l'impact carbone RSE? Je ne crois pas avoir jamais vu ce sujet-là, mais c'est une très bonne idée, merci. Qu'on soumettra. Est-ce que c'est des choses que vous avez valorisées dans votre Non, mais c'est dans une votre très bonne idée, BSI ou est-ce que, effectivement. Jérôme, tu as vu ces sujets-là dans des Non, communications? c'est en fait le sujet est en cours de réflexion sur tout ce qui concerne évidemment le sujet des RSE, d'environnement, d'impact carbone. Mmh. Mais il n'y a pas encore de bonne voie de communication en fait. Voilà. Comment traiter le sujet, c'est pas encore bien défini. Mmh. Peut-être une nouveauté pour l'an prochain. Ouais, ça Qui sera sait? ça le sera. Est-il possible d'avoir le support? Oui, bien sûr. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, mais de rien, c'était avec plaisir. Une question concernant le site de communication et de présentation des avantages sociaux chez L'Oréal. Ce site est-il mis à destination de tous les salariés worldwide
ou mis en place en France uniquement dans un premier temps? Ben, la réponse est oui, elle est en France uniquement pour le moment, et on aura une version en anglais l'année prochaine puisqu'il y a une forte demande, puisque la communauté d'anglophones en France, est importante et ils nous ont demandé une version en anglais. Donc on aura un petit travail, hem, on va continuer ce beau projet, pour faire une version en anglais et l'idée, c'est un site qui est développé avec une technologie très simple, qui s'appelle le Sway et qui est dans le pack Office, de Microsoft. Donc c'est vraiment quelque chose accessible à tous et l'idée, c'est qu'on va faire, une coquille vide, hem, en anglais qu'on va donner à nos filiales pour qu'elles puissent faire leur propre BSI sur ce mode enfin BSI pardon, site, de benefits in kind dans les pays avec le même format, on va leur fournir la coquille, ils n'auront plus qu'à plugger leur brochure et leur flyer à l'intérieur. Donc ça, c'est le projet pour 2023. Mais vous avez précédé la question suivante. Bon. Chez L'Oréal, les dispositifs similaires au BSI sont-ils utilisés par les entités hors France? Alors, j'ai récupéré quelques BSI dans des pays qui ont, des documents, papier encore. J'ai récupéré celui des États-Unis qui est un gros pays, mais qui est encore sous un format PDF, qui a pas encore de site. Donc ça se déploie, aujourd'hui, on travaille sur le BSI en France et une partie de mon activité est France, mais l'idée, c'est de faire des best practices qu'on partage avec les pays. On n'aura pas de fournisseur mondial, mais on laissera chaque pays, se débrouiller avec des prestataires locaux, puisque c'est très, très lié à la SIRH et c'est quand même très Mmh. compliqué à Tout à fait. mettre en œuvre. Donc oui, c'est la volonté, de pouvoir le déployer. Il y a d'ailleurs une question, je reviendrai après, sur la suivante. Avez-vous beaucoup de clients qui abordent le BSI de façon internationale et pas uniquement française, en définissant un tronc commun, peu importe le pays, la filiale, puis un focus pays filiale, ou la tendance est-elle plutôt pour chaque pays, de faire comme il le souhaite? Alors, heu, vous évoquez, le fait que chacun fasse comme il le souhaite dans son pays. On voit chez nous de plus en plus de projets internationaux. Aujourd'hui, entre 10 et 12%, on n'a pas sorti les stats, récentes, mais l'année dernière, on était à 10 et on a augmenté cette année. On a de plus en plus de nos clients qui font parfois un pilote en France et qui ensuite nous demandent de déployer le BSI à l'international, parfois jusqu'à 20 ou 30 pays dans plein de langues différentes. Donc on voit un peu tout et son contraire. Mmh. Certaines entreprises comme vous qui laissent chaque pays gérer son sujet, et puis d'autres qui veulent avoir une com plus centralisée, plus corporate. Je dis pas que c'est définitif, hein. Non, non, mais Alors je non, le je veux prends dire, pas mal. aujourd'hui, c'est comme ça et ça peut c'est des choses qui peuvent Oui, bien changer. sûr. Et effectivement, c'est très corrélé à l'existence de la donnée, Bah oui. et au SIRH aux outils, globalement qui sont Mmh. mis en place dans les pays, et de leur capacité à centraliser ou pas. Plateforme de communication L'Oréal est-elle logée sur une plateforme externe et donc accessible également aux ayants droit, ou cela, a-t-il été entièrement développé par les équipes internes L'Oréal avec les différents services externes, benefits, communication interne, IT, et cetera? Alors comme je disais tout à l'heure, c'est un site, le site est très simple, il y a très peu d'informations dessus, parce qu'il y a quelques textes, il y a que les éditos et les introductions. Tous les documents sont stockés sur nos serveurs, donc c'est chez L'Oréal, donc ils sont pas à l'externe, et donc c'est un site qui est accessible via l'intranet. Donc le collaborateur peut le consulter, il peut montrer son ordinateur à sa famille, à son conjoint, à sa conjointe s'il le souhaite, il peut imprimer les documents, mais c'est pas accessible de l'externe. OK, merci. Une autre question concernant le BSI et L'Oréal, mais qui peut s'appliquer aux autres projets. Combien de temps le BSI est-il accessible aux collaborateurs L'Oréal? L'historique est-il consultable, ou à chaque nouvelle année, les données précédentes sont écrasées? Alors chez nous, on a un historique, donc le collaborateur peut le consulter toute l'année puisqu'il est accessible toute l'année. On a les PDF sont accessibles sur 3 années de mémoire. Mmh. On a un historique de 3 années. C'est pour ça que les collaborateurs d'ailleurs téléchargent le PDF et le stockent, chez eux, sur leurs ordinateurs en local. Mais sur le site, on a un historique de 3 années de PDF. Et oui, tout à fait. Je complète ça par le propos qui consiste à dire que, par défaut, lorsque l'on met en place un IBSI, dans une entreprise, nouvelle, on propose, on va dire en fonctionnalité de base, d'avoir l'historique des 3 dernières années glissantes, du PDF.
pour la bonne raison, effectivement, que lorsque l'on est sur du web, eh bien, un nouveau site internet, le millésime suivant, va écraser le millésime précédent. Et donc, il faut pouvoir garder de l'information, notamment sur le document PDF. Faire cohabiter 3 millésimes de sites internet aurait peu de sens et serait peu lisible pour les collaborateurs. Donc, on est plutôt parti sur un historique PDF, qui fonctionne bien d'ailleurs. On a répondu à celle-là, nanana, loger, avez-vous voilà. Et une dernière remarque qui n'est pas une question. Merci pour la qualité de ces présentations et des témoignages très intéressants. Nous vous remercions également de vous être connectés. On en a une dernière. Comment gérez-vous la communication des spécificités des avantages sociaux aux différentes populations, cadres, non cadres par exemple? Communiquez-vous tous les détails à tout le monde ou donnez-vous accès à des communications adaptées à chaque population? Alors, je peux répondre pour la partie BSI, puis je vous laisserai, il me semble que sur le site L'Oréal, de plateforme que vous nous avez montré en premier lieu, tout le monde a accès à tout, Tout le monde a c'est ça? accès à tout, Ouais. tout à fait. Et sur le BSI, bien entendu, le BSI est personnalisé pour chaque collaborateur en fonction de ses éléments de rémunération. C'est même l'essence même du BSI. Ne donnez que des éléments propres à votre package de rémunération de manière individuelle. Donc, on jongle avec une variabilité des contenus en fonction de la cartographie de la rémunération et des avantages sociaux de chacun. Je peux compléter aussi sur la partie communication collective. Avec plaisir. On peut aussi Oui. être amené à différencier les communications cadre, non cadre et souvent dirigeants, notamment sur des sujets d'avantages, de package de retraite. Voilà, on peut être amené effectivement à Un système différencier. de versionning. Voilà, de versions. Et il est vrai aussi que sur le BSI, on l'évoquait pendant la présentation, les cadres dirigeants, les salariés expatriés sont souvent exclus du scope pour des questions à la fois de différenciation de leur structure de rémunération, parfois de consolidation de la donnée qui n'est pas forcément évidente, notamment pour les expats. Et donc, on a des solutions dédiées à certaines populations aussi sur des profils très spécifiques. Et voilà, on en a terminé, il n'y a plus de questions. Donc, si, une nouvelle qui vient d'arriver. Merci beaucoup. Bien, on va en rester là. On vous remercie, déjà, je vous remercie de vous être prêtés à l'exercice et de votre Merci. présence aujourd'hui à tous les deux. Merci à la technique, merci aux équipes qui ont travaillé sur le sujet. C'est un long travail qui dure, qui nous permet, enfin pendant plusieurs mois, qui nous permet aujourd'hui de vous présenter ces résultats. On vous enverra le support, bien évidemment. Vous aurez aussi un lien, me semble-t-il, vers un replay pour ceux qui auraient dû peut-être partir en cours de route pour aller à une réunion. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 14e édition. Merci encore de votre présence et très bonne journée à toutes et à tous. Et bonne journée. Merci, au revoir.